Hadouken! Allez, salut les mecs, salut les bolos et bienvenue sur la chaîne de Biggie pour continuer notre petite série de vidéos des jeux qu'on estime indispensables par console. Et là aujourd'hui, tu l'auras vu dans le titre, on va parler de la NES. On a fait une sélection de 5 jeux chacun, comme d'habitude. Ça va faire donc une sélection totale de 10 jeux. Mais avant tout, mais bonne année mon Biggie. Meilleurs vœux à toi, mon cher DGGX. Ça fait plaisir de commencer l'année avec toi. Première vidéo de l'année sur la chaîne avec toi, obligatoirement. Ouais. D'ailleurs, je l'ai dit en commentaire, on a beaucoup collaboré ensemble sur 2021. Et franchement, tu es la personne avec laquelle je ne veux pas dénigrer les autres, mais je prends le plus de plaisir parce que il y a un feeling, ça coule, ça glisse. Ouais, donc, ça passe bien. Ça passe bien. Et donc, ça fait plaisir de t'avoir pour cette première vidéo de l'année. Et pour parler d'une console dont je parle très peu sur ma chaîne. Tu vois, pour te dire, on a raté le coche avec Khaled quand on devait faire les premiers souvenirs avec la NES, ça ne s'est jamais fait. Elle est un peu en suspens, elle nous est restée un peu en travers de la gorge. Pour concours de circonstances avec les personnes qui devaient être invitées. Donc, du coup, on a fait l'impasse dessus pour l'instant. Peut-être qu'on la retournera un jour ou je ne sais pas. Mais j'ai envie de parler de la NES et du coup, ça rentre dans notre série de vidéos. Ça fait plaisir d'en parler avec toi parce que je sais que tu es un grand fan de cette console aussi. Ah bah oui, moi j'adore la NES, ça a été ma toute première console. Hein. Bon, j'en ai déjà évoqué les souvenirs, différents souvenirs dans différentes vidéos. Et puis là, on tourne cette vidéo, on est le 1er janvier. C'est également, je tourne ma toute première vidéo de 2022 avec toi, chez toi. Donc évidemment, ça fait plaisir. Et puis ça va continuer longtemps, hein, j'espère. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de quoi. Bon, écoute, on y va, hein, sans plus tarder. Let's go. Je te laisse présenter pour toi un des premiers jeux qui est dans les 5 indispensables sur NES, selon toi. Ça marche, allez, on rentre dans le tas. Bon, alors un jeu que j'ai parlé très récemment avec Greg sur Eternal. Voilà, c'est le premier Zelda. Greg, sur Eternal, il va entamer le marathon où il va évoquer chaque épisode de Zelda avec un invité. Et moi, Zelda, ça a été mon tout premier Zelda. C'est avec celui-là que j'ai découvert la série. Alors, je peux reconnaître qu'aujourd'hui, on le voit, le petit gameplay qui tourne, 86. Bon, c'est vrai que pour certains, ça risque peut-être de piquer un petit peu plus. Zelda 3 sera peut-être une meilleure porte d'entrée à la série pour celui qui connaît pas Zelda ou de nom et puis qui voudrait s'y mettre. Mais voilà, le tout premier Zelda, on ne pouvait pas faire une vidéo des indispensables de NES et ne pas évoquer soit Zelda 1 ou Zelda 2. Bon, en l'occurrence, peut-être plus Zelda 1 qui a peut-être un côté un peu plus mythique, un peu plus classique. Voilà, on va diriger Link dans un Hyrule, on va être lâché à l'aventure avec un grand A, aucun marqueur, rien. Il va falloir déambuler dans cet univers, dans Hyrule, dans cette map, hein, dans cette grosse map, et il va y avoir 8 palais à effectuer. Donc dans chaque palais, il va y avoir un item à récupérer qui, pour la plupart, là on voit par exemple, il y a le radeau, le raft ou bien le step ladder là, qui sont en train de passer. Ça va être des objets qu'on va récupérer dans des donjons, hein, et qui vont nous être obligatoires, hein, nécessaires pour pouvoir poursuivre notre quête. Et dans chaque donjon, une fois qu'on aura terrassé le boss, on va récupérer un fragment de Triforce. Voilà, on le voit ici à l'écran. Et une fois qu'on aura récupéré les 8 fragments de Triforce des 8 palais, on va pouvoir accéder au 9e, rentrer dans le 9e pour aller combattre Ganon et affronter Ganon et terrasser Ganon pour pouvoir libérer la princesse Zelda. Et ce jeu, il a la grande particularité, c'est que il a 2 quêtes. Il y a 2 jeux en un, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que quand tu termines le jeu, donc là, on l'a vu avec l'écran de sélection des sauvegardes, hein, on va créer notre sauvegarde, on va mettre notre nom. Et une fois qu'on aura terminé le jeu, notre petit personnage de Link, il va brandir une petite épée et on va pouvoir partir pour la seconde quête. Alors, il va y avoir il y a des palais qui seront au même endroit, des palais qui auront bougé. L'intérieur des palais sera complètement différent. C'est une toute autre aventure qui nous attend. La Master Quest, hein, ça c'était le terme est apparu dans l'Ocarina of Time, si je me souviens bien. Ouais. Dans la version
L'Ocarina of Time, notamment dans la version GameCube, tu avais le disque Voilà. pour la Master Quest. Ouais. Voilà, c'est ça. Et ben en fait, donc c'est la carte reste la même, mais les donjons certains donjons vont changer d'endroit et les donjons vont être complètement différents et la difficulté va être relativement rehaussée. Alors déjà que le jeu de base est pas, voilà, il est pas simple, hein, il est pas facile. Et voilà à peu près. Est-ce que tu le connais, toi, Biggie? Est-ce que tu as déjà joué? Est-ce que tu l'as déjà terminé, toi, le Bien Zelda? entendu. Est-ce que tu as de la nostalgie avec? Alors, clairement, si tu veux, c'est un des premiers jeux que j'ai découvert sur NES. Moi, j'ai déjà expliqué par le passé que la NES, je ne l'avais pas pour moi à l'époque. Je l'ai acheté beaucoup plus tard. Je Ouais, l'ai acheté à l'époque de la Mega Drive, la NES. Hein. Donc, mais par contre, je t'ai expliqué, j'avais un ami très proche avec qui j'ai encore contact, hein, pour dire un ami d'enfance, qui avait la NES et moi, j'avais la Master System et on s'échangeait souvent les consoles. Et lui, il avait Zelda. D'accord. Et il me le d'accord. prêtait avec et j'y ai joué. Même, pour te dire, même mon petit frère à l'époque, on y a joué. Je ne l'ai pas terminé à cette époque-là parce que je le trouvais trop difficile et je comprenais rien. En fait, il faut Ouais. savoir que beaucoup de gens ne le savent pas, mais pour moi, Zelda, le 1, c'est le premier jeu en open world, entre guillemets. Mm. Tu vois? Oui, Parce que ouais, on peut dire ça. Ouais. tu étais lâché comme ça à l'aventure, etc. Et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre le jeu. Et je l'ai fini plus tard quand j'ai eu ma NES parce que j'ai pu me reconcentrer dessus. Mais si tu Voilà. veux, les temps que j'avais dessus, j'en profitais pour jouer à des jeux un peu plus directs, un peu plus, on va dire, conventionnels. Voilà. Et pour moi, Zelda, c'est le jeu qui m'a mis d'accord avec le RPG. J'ai jamais été fan d'RPG, Mhm. mais par contre, Zelda, ça a été le premier RPG que j'ai aimé. Donc celui-là, j'y ai beaucoup joué quand j'étais enfant, mais je n'arrivais pas à le terminer parce que je ne comprenais pas, etc. Mais plus tard, je l'ai repris, je l'ai reterminé après plus tard. J'ai mis et tu sais, à l'époque, quand tu faisais la comparaison justement avec les consoles 16 bits, je me disais putain, le jeu, qu'est-ce qu'il est profond. Et après, j'ai Ouais. mis du temps à trouver un jeu aussi profond que celui-là, parce que Mm. mine de rien, tout ce qu'il y a dans les épisodes suivants, c'est déjà là. Hein. Mm. Ce qu'on a notamment dans Zelda 3, qui est pour beaucoup le plus grand Zelda de tous les temps, je fais partie des gens qui pensent ça aussi. Tout ce qu'il y a dans Zelda 3, c'est présent dans le premier Zelda. Hein. Tu vois, tu as Oui, les upgrades, quasiment. les objets, les trucs. Tu vois, il y a énormément de choses qui sont arrivées avec celui-là. Et franchement, c'est un super jeu. Quoi qu'on en Mm. dise, c'est clair que c'est un indispensable et c'est le premier grand RPG, j'ai envie de dire, pour moi, qui a existé, quoi. Avec autant de profondeur et dans le gameplay et dans l'évolution et dans la quête que tu fais. Ouais, complètement, ouais. Ouais, ouais. Enfin, c'est pas un vrai RPG au vrai sens du terme où notre Oui, c'est personnage. un action Voilà. RPG. Ouais, on va dire que c'est ouais, un jeu, ce qu'on appelait à l'époque les jeux d'aventure, tu vois. Voilà. Parce que là, notre personnage, on va pas gagner des points d'expérience, il va pas évoluer, Ouais, on va évoluer avec l'équipement qu'on va trouver, avec en fait. l'équipement. Ouais, Voilà. comme les Zelda de manière générale. Oui. Donc, mais bon, on les considère aussi comme un jeu de rôle, mais action RPG en fait. C'est un Mmh genre, mh. un Zelda-like, quoi. C'est presque un genre à part entière. Ouais, tout à fait, ouais. Voilà. Donc Zelda 1, 1er jeu de cette sélection. Ouais, très très bon jeu. Moi, voilà, c'est un jeu qui évoque beaucoup beaucoup de choses chez moi et voilà, je Un l'aime beaucoup. indispensable. Ouais, un indispensable, tout à fait. Tout à fait. Alors, on va continuer cette sélection avec un jeu que j'ai découvert à la même époque que Zelda 3, que Zelda pardon, 1, par la même personne qui avait ça dans sa ludothèque quand il me prêtait sa console. Et tu vas rigoler, mais pour moi, c'est le premier Mario que j'ai vraiment aimé, en fait. Parce que le premier Mario Bros, je l'ai aimé après coup. Et Mmh donc, mh. le premier jeu que j'ai kiffé dans la série Mario, c'est Mario Bros 2, alors qu'il n'en est Ouais. pas un réellement, hein, on le Oui, sait. voilà. Tiens, je le montre, je l'ai là. Je Voilà. l'ai à portée de main en version américaine, voilà Ouais. et complet. Moi, je l'adore ce Mario 2. Ah ouais, ouais. J'aimais bien le premier. Hein, moi, voilà, Mario 1, c'était le premier jeu que j'ai eu avec ma NES, avec Kung Fu. J'avais eu ma NES avec 2 jeux, hein, Mario 1 et Kung Fu. Donc évidemment, bon, bah, grosse dose de nostalgie avec ces jeux-là, hein. Le Mario 1 que j'adore, bien évidemment. Mais Mario 2 est tellement différent Ouais, et ça s'explique qu'à la base, oui, c'est pas un Mario, mais ça, je vais te ah ouais. laisser, expliquer tout ça. Mais c'est pareil, j'ai beaucoup d'affection et beaucoup de nostalgie pour ce Mario 2, ouais. C'est Ah, c'est très, très clair. Bah, justement, parce que en fait, déjà techniquement, bon Mario Bros, je dis pas que j'aimais pas, hein, mais vraiment que je l'ai aimé par le retour en fait, quand je m'y suis remis, mais toujours à cette époque-là. Mais en fait, mes cousins, moi, ils avaient juste la NES avec Mario, juste Mario premier. Et ouais. leur père leur achetait pas beaucoup de jeux, donc ils avaient juste Mario là. Mais en fait, le Mario m'avait lassé parce que je le trouvais trop répétitif, je le trouvais pas varié, etc. Mmh. Moi, j'avais Alex Kidd et je trouvais que
même si en termes de gameplay, Mario, il est 100 fois mieux qu'Alex Kidd. Il n'y a Ouais. même pas de discussion là-dessus. Mais par contre, en termes de variété, le premier Mario, c'est assez simple. C'est les bases d'un Oui. Mario, voilà, d'un Super Mario, etc. C'est de la plateforme classique. Mais celui-là, ce que je kiffais, c'était l'aspect labyrinthique du jeu, en fait. C'est ça. Et le fait que, en fait, en termes de gameplay, c'était totalement différent puisqu'on doit déterrer des radis pour les jeter sur les ennemis. On peut soulever les ennemis alors qu'on ne peut pas le faire dans les autres. Et il y a tellement de secrets, tellement de passages, tellement de trucs. Et tu sais, tu as des points de vie alors que tu n'avais pas de points de vie dans l'autre. Tu vois, il y a tout ça. Et techniquement, il est super beau, ce Mario USA. Ah, il est magnifique, je trouve. Ouais. Il est beaucoup plus beau que l'autre. Et l'animation, même ne serait-ce que la direction artistique, elle est très spéciale. Avec des musiques très spéciales, dans un monde presque arabisant, parce qu'à la base, on le dit, c'est Doki Doki Panic, en fait, le jeu. Et le jeu se déroule dans un monde un peu arabisant, tu vois, un peu mille et une nuits dans le style. Et ce que j'appréciais, c'était le fait que tu puisses changer de personnage et que chacun des personnages ait une particularité et un gameplay et son propre gameplay, quoi. Voilà, avec des capacités. Et puis moi, j'étais en kiff avec Luigi, tu sais, qui marchait comme ça, là, qui faisait des sauts. Ça a été repris par la suite. Hein. Nintendo l'a gardé par la suite, bien entendu, sur d'autres jeux. Et la princesse qui pouvait voler, etc., pendant un temps. Et ça, c'était juste ouf. Et ne serait-ce que ces petits bonus stages à la fin, ils ont plus ou moins été conservés dans les Mario plus tard, de différentes manières. Hein. Mais il y avait ça. Et je trouvais vraiment génial. Moi, il avait une espèce de. Alors, comme tu dis, le côté arabisant, mais une espèce de côté un peu mystique. Mystique, c'est exactement. Voilà, qui lui donnait qui lui conférait une espèce de. Ouais, d'aspect un petit peu mystérieux, je trouve, un peu à ce Mario 2. Puis alors, bon, bah, comme tu dis, la variété du level design, le fait de pouvoir choisir chaque début de niveau son personnage qui va avoir son propre gameplay. À ce Mario 2, moi, j'avais adoré à l'époque. Hein. Il m'a laissé un super souvenir et même encore aujourd'hui. Enfin, voilà, ça fait un moment que j'y ai pas rejoué, mais c'est un jeu que je pourrais me remettre dedans facilement, quoi. Ça, c'est sûr. C'est un des jeux NES les mieux exploités au niveau de la palette de couleurs. Tu vois, il y a beaucoup de jeux NES qui sont ternes. On en reviendra sur un en particulier après, que je trouve terne. Par contre, celui-là, je trouve les couleurs hyper pétantes pour de la, il est superbe. pour de la NES. Il est superbe. Donc voilà. Et puis regarde les détails. Regarde Mario comme il est détaillé. Il n'a plus jamais été aussi détaillé. Hein. Ah ouais, non, mais il est super bien fait, hein, ce Mario 2. Il est super bien réalisé. Hein. Moi, déjà, même à l'époque, c'est ce qui m'avait impressionné hein, par rapport au. Il n'y a pas à dire, hein, mais techniquement, tu passes de Mario 1 à Mario 2, bah, tu vois la différence directe. Hein. C'est le jour et la nuit. Et c'est le jour et la nuit. Et c'est vrai que voilà. Donc moi, j'avais envie de citer ce Mario-là parce que pour moi, c'est sur NES en tout cas, c'est le Mario qui m'a le plus marqué. Voilà. Ouais, je comprends. Très bien, mon cher DGGX. Je te laisse passer à la suite de tes indispensables sur NES. Allez, bon, bah là, on va taper dans le Sunsoft. Sunsoft, hein, qui a fait du sale hein, sur NES, hein, parce qu'en général, quand tu prends NES, tu prends Sunsoft, tu mélanges. En général, c'est du bon. Bon, voilà, du classique hein, que tout le monde connaît, que tout le monde se doit de posséder si tu aimes la NES, si tu collectionnes un peu la NES. Le tout premier Batman. Bon, bah là encore, c'est un jeu que j'ai connu. À l'époque, je ne l'avais pas eu, moi, mais j'ai une amie qui l'avait. Et alors, je ne sais pas si elle avait eu Day One, mais elle l'avait eu assez tôt. Et mais cette baffe monumentale, parce que bon, bah déjà, il y avait l'effet des films, hein, l'effet des films de Tim Burton, le premier Batman. Donc ça, c'est voilà, Batman, The Video Game, hein, c'est le film, le jeu adapté du film justement de Tim Burton. Plus après, un peu plus tard, Batman le défi, hein, qui était sorti au cinéma. Donc on avait cette hype un peu Batman, tu vois, un petit peu fantastique à l'époque. Et alors le jeu est relativement différent hein, quand même du film. Hein, faut pas se cacher la face. Il y aura juste limite le nom hein, qui est en commun. Mais quelle baffe. Niveau la réalisation, déjà, on parlait de Mario 2, que c'était bien fait, c'était bien le Mario qui était bien dessiné, tout. Mais regarde le Batman ici, comment il est magnifique. Le jeu, il regorge de détails. Regarde les grilles d'aération qui tournent et tout. Donc, c'est du jeu de plateforme action, hein, tout simple. Là, on va diriger Batman, on va traverser 6 niveaux de mémoire. Il va y avoir des boss à affronter. Et évidemment, bah, le boss final va être le Joker. Le jeu est quand même relativement difficile. Hein, ça, faut pas. Voilà, c'est pas un jeu qui sera à la portée de tout. Mais il va avoir la particularité que donc Batman, on le voit là, il se défend à main nue, hein, ce qui est un peu le leitmotiv hein, de Batman, la caractéristique de Batman. Mais on va pouvoir avoir des gadgets, on va pouvoir récupérer des sortes de munitions. Et en appuyant sur Start, là en haut, c'est écrit Batman, en haut à gauche, avec les points d'énergie qui sont en dessous. Et on va pouvoir avoir 3 armes à disposition. Hein. Il n'y aura pas besoin de les récupérer, il y a juste à récupérer un peu de munitions. On va avoir un Batarang qui va consommer peu
de munitions, mais qui va être, si on le maîtrise bien, qui va être quasiment l'arme la plus efficace du jeu. Le deuxième, une espèce de pistolet, voilà, qui sera pas trop utile à part à quelques endroits dans le jeu, notamment face au deuxième boss. Et troisième arme, celle qui va consommer le plus d'énergie, une espèce de. Alors dans la notice, c'est marqué une dague, plutôt un shuriken, un gros shuriken qui va se diviser en trois, qui est une arme extrêmement puissante. Donc c'est bien. Du coup, ça permet de varier le gameplay et de choisir l'arme qu'on veut au moment où on veut. On va avoir cette liberté de mouvement dans un jeu, mais qui pue la classe. Il pue la classe à tous les niveaux. Regarde-moi déjà cette réalisation. Et le fait aussi de Batman qui puisse rebondir sur les murs, hein, à l'époque, c'était. Ouais, maintenant, ça pourrait nous paraître évident, hein, mais à l'époque, c'était pas monnaie courante d'avoir un personnage, on va dire, aussi mobile. Et les musiques, les musiques, Sunsoft. Ce que j'allais dire, c'est. J'ai envie de te dire, moi, c'est une des choses qui me marque dans ce jeu, c'est la bande-son. Tu sais, je fais souvent une comparaison, moi qui suis quelqu'un qui a eu la Master System en premier. Il y a un truc sur lequel je trouve, parce qu'on en revient en disant que la Master System avec plus de couleurs, etc. Mais il y a un truc pour moi sur une chose qui est nette, c'est que sur la NES, les jeux étaient vachement plus profonds. On pourra dire ce qu'on veut, mais les jeux sont vachement plus profonds en termes de gameplay, en termes de durée de vie, de variété, etc. Globalement, ouais. Et il y a une chose sur laquelle il n'y a même pas débat, c'est la bande-son. Il y a pas la bande-son, les sons sur NES sont ouf. Ouais. Pour une 8 bits, c'est vraiment incroyable. Et certains jeux, lui, pour moi, c'est peut-être une des meilleures bandes-son sur NES, celui-là. Ah oui, il fait partie des meilleures bandes-son. Et voilà, quoi, jeu extraordinaire. Moi, celui-là, regarde comment je l'ai découvert. J'ai connu la version Game Boy, tu sais, avec le mini Batman, là, tu vois. Ouais, c'est pas le même jeu, d'ailleurs. C'est pas le même jeu du tout, qui est excellent, hein, au demeurant sur Game Boy. Que ceux qui connaissent pas, que je conseille absolument. Pour moi, c'est vraiment un de mes jeux d'enfance. Et du coup, un pote à moi, il me dit, ouais, t'as bien aimé tous les biens, mais teste la version NES, tu verras. Et après, j'ai testé la version NES après la version Game Boy. Mais oh là 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 là, quelle buterie quand j'y ai joué. J'ai trouvé très difficile. Par contre, une fois que tu connais bien le jeu, ça va. Quand tu connais bien le jeu, ça va, parce que les patterns des stages sont plus ou moins faciles à apprendre. Ouais. Donc ça va, ça se passe, mais c'est surtout au niveau du skill, pour les sauts, pour les bien retomber aux bons endroits. Et quand tu connais, donc ça aide vachement. Et du coup, après, le jeu devient agréable. Quand tu le connais, il devient agréable. Et pour moi, quelle déception par la suite sur les versions 16 bits qui sont sorties, que ce soit sur SNES ou sur Mega Drive. Quand tu as eu ça, après, c'est dur. Hein. Après, les autres épisodes, c'était dur. Même s'il y a eu Batman and Robin sur SNES qui était complètement différent, et puis le Batman and Robin aussi sur Mega Drive, mais qui pour le coup est pas du tout le même style. Mais moi, j'attendais une suite de ce jeu-là, tu vois. Ouais. Et malheureusement, voilà, il y a jamais eu vraiment une suite de ce jeu-là. Donc, ce vrai Batman, enfin ce Batman-là à proprement parler, non, parce que sur NES, on va préciser qu'il y en a 3 Batman. Hein. Il y a celui-là, il y a le Batman Return of Joker, voilà, qui est Sunsoft également, mais il n'est pas aussi mythique, il a des problèmes d'équilibrage et tout, il est moins agréable à jouer, ça glisse. Enfin voilà, c'est pas un mauvais jeu, mais il n'a pas l'aura de celui-là, c'est clair. C'est pas la même équipe, il me semble, derrière, hein, en plus. Hein c'est pas la même équipe de Batman Revenge of Joker, là. Tu vois, ça, je sais pas, je pourrais pas te dire, mais par contre, ensuite, il y a eu le 3e Batman Return, hein, qui lui est tiré du film. Alors là, c'est différent, parce que là, c'est Konami. Et là, c'est un beat'em all, donc c'est pas comparable, quoi. Mais le premier Batman, non, mais jeu indispensable, clairement, dans toute ludothèque NES qui se respecte, quoi. Ouais. C'est clair. Excellent jeu Batman NES. Beaucoup de gens le citent encore aujourd'hui. Et moi, tu vois, c'est un des jeux sur lequel je reviens très régulièrement sur NES. Tu vois. Et juste pour la précision, moi, je collectionne pas la NES. Hein. Je collectionne pas la NES. C'est parce que voilà, je m'y suis jamais mis. Je sais pas si je m'y mettrai un jour, mais j'y joue régulièrement et j'y joue beaucoup sur Mister, notamment à la NES. Parce que le rendu de la NES sur Mister est juste ouf. Ouais. Donc, voilà. On passe à un autre jeu que j'ai découvert dans mon enfance également grâce à ce pote-là. Et je peux te dire que c'était la queue chez moi pour y jouer parce que tu sais, je viens d'une famille où il y avait beaucoup de sportifs et notamment mes beaux-frères et mes frères faisaient de la boxe. Et bon, je spoil un petit peu le jeu parce que sur la boîte, il y avait quelque chose d'extraordinaire. Il y avait Mike Tyson et le jeu s'appelle Mike Tyson's Punch-Out et non pas Punch-Out comme après. Moi, j'ai connu la version Mike Tyson. Donc, un jeu de boxe. J'avais Rocky sur Master System, mais celui-là, putain, il n'y avait pas comparaison en termes de jeu. Punch-Out, c'était juste incroyable. Incroyable. Quand tu as compris, et je me souviens, j'ai des souvenirs très marquants parce que j'y jouais et mon père me regardait y jouer. Tu vois, mon père me regardait y jouer parce que lui aussi, il aimait bien la boxe. Comme tout le monde faisait de la boxe quasiment à la maison.
Et j'y jouais et tout. Et il me disait, mais non, fais comme ça, esquive, fais ça. Et tu vois ce que Ouais, je veux ouais. dire? Il me disait quoi faire dans le jeu. Mais tu sais, Comme devant un vrai match, quoi. c'est ça. Il me disait, mais non, laisse-moi pas, recule, machin. Tu vois, il me disait, il me drivait sur le jeu et j'étais comme un ouf. Et tu vois, le souvenir principal de la NES que j'ai dessus, c'est vraiment Punch-Out. Punch-Out, c'est vraiment le souvenir le plus emblématique de la NES de mon enfance que j'ai, c'est celui-là. Et tu te souviens, il y avait la pub qui passait à la télé. Tu vois, même quand je jouais pas, j'étais hypé par le jeu parce qu'il y avait la pub avec Tyson. C'était un truc de ouf, quoi. C'était un truc de ouf. Et c'était l'époque vraiment où les grands moments de la boxe, pour moi, c'est vraiment ces époques-là. Mm. Et le jeu est ultra profond, en fait. Chaque adversaire, il doit se battre d'une certaine manière. Tu dois bien prendre en compte le fait que tu dois te reposer, le fait que tu dois bien esquiver, reculer, bien placer ton coup au bon moment, tu vois. Et que si tu avances comme un bourrin, tu vas battre le premier personnage. Là, d'ailleurs, c'est le français au début, lui, là. Mm. Et après, ben, tu te fais monter en l'air si jamais tu connais pas les patterns de chaque ennemi. Mario comme arbitre, c'était juste n'importe quoi. Dans un jeu, tu vois, de boxe. Et voilà, quoi. C'est un genre de jeu à lui tout seul. Puisque après, il y a eu le Super Punch-Out qui est sorti sur SNES. Et c'était juste, voilà, c'était juste incroyable. Moi, voilà, j'en ai des souvenirs incroyables. Moi, je trouve, parce que, bon, tu vois, autant, par exemple, tu peux prendre le foot. Le foot, c'est un sport populaire. Ça va parler à un grand nombre de personnes. La boxe, c'est quand même plutôt, enfin, plus underground, hein, qu'on le veuille ou non. Et moi, je trouve, enfin, à l'époque où il est sorti, voilà, en le remettant dans son contexte, c'est un des jeunesses qui a le meilleur game design et le meilleur gameplay. Parce que avoir pris un sport comme la boxe, bon, bah, qui est connu, mais qui n'est pas forcément ultra populaire, et en avoir fait justement le populariser avec un game design intelligent, un gameplay intelligent, et puis surtout un personnage attachant. On va diriger Little Mac là-dedans, il est tout petit par rapport aux autres, alors il va sauter pour taper les autres, et puis on va avoir le bouton B pour taper à gauche, le bouton A pour taper à droite, on va pouvoir faire ce qu'on veut, le start, faire des uppercuts, voilà, qu'on va récupérer quelques étoiles, et il est tellement intelligent. Chaque personnage va être tellement différent que c'est. Ouais, moi je trouve que c'est un des jeunesses qui a eu, pour l'époque, dans son contexte, la meilleure inventivité, quoi. C'est clair. C'est clair. Mm-hmm. Toi, tu l'as connu à l'époque aussi. Ouais, je l'ai connu. Je l'ai pas à portée de main maintenant, là, tout de suite. Mais ouais, c'est un jeu que j'ai connu à l'époque quand j'étais gamin. Et putain, alors, la vitesse, ouais, ça monte crescendo. Hein, parce que putain, arriver à Mike Tyson, il est d'une violence. Mais heureusement, il y a des mots de passe. Il y a des mots de passe et on peut poursuivre notre progression, quoi. Voilà. Ouais. Mais tu sais que d'ailleurs, ce jeu-là, c'est un des jeux qui te permet de tester l'input lag. Parce qu'il faut savoir que le jeu, par exemple, sur la NES Mini, il est interminable, en fait. À cause de l'input lag, le jeu est interminable. C'est-à-dire, il faut vraiment le jeu, et en fait, il est au timing près, à la frame près, notamment Mike Tyson à la fin. Et en fait, tu ne peux pas terminer le jeu si tu joues en émulation, on va dire dans de la mauvaise qualité. Après, je ne sais pas pour le reste, je ne me suis jamais penché sur la question. Par contre, le problème ne se pose pas sur Mister. Mais sur la NES Mini, il est interminable le jeu. Hein, je te dis. C'est bon à savoir. Parce que c'est vrai que Mike Tyson, c'est à la frame près. Hein, à la frame près. Mike Tyson, pour le déglinguer, celui-là, c'est violent. Ouais. Donc voilà quoi, extraordinaire jeu qu'on recommande absolument aux gens qui veulent connaître vraiment la NES. C'est vraiment un jeu emblématique de la ludothèque NES. Il faut le dire quand même, il y a une chose qu'on n'a pas dit, mon cher DGGX, c'est que la NES, c'est très compliqué. On va faire 5 indispensables comme d'habitude, mais vous savez qu'il y aura plusieurs émissions sur le sujet. Ça ne veut pas dire qu'il y a 5 jeux, c'est un top 5. C'est 5 jeux qu'on estime indispensables sur la machine. Et bien sûr qu'il y en aura d'autres. La différence, c'est que la NES, elle a une ludothèque extrêmement variée, et que ce soit en qualité et en quantité, il y a tout ce que vous voulez sur NES. Hein. C'est très difficile d'établir. C'est hyper varié, quoi. C'est hyper varié. Et puis, du coup, ce Punch-Out, c'en est le parfait exemple. Hein. Ouais, c'est clair. On dit variété de ludothèque et de qualité de ludothèque. Là, il y a un jeu emblématique, vraiment emblématique que tu vas présenter, et qui, pour moi, est intemporel. Et il est encore bon aujourd'hui, même excellent. Et j'y reviens vraiment très régulièrement. Je te laisse parler de ce jeu, mon cher DGX. Oui, on y revient parce que c'est le premier épisode d'une série vidéoludique incontournable. Alors malgré que le gameplay, ça peut faire pester, hein, notamment dans ces sauts. Le premier Castlevania, voilà, le tout premier, le seul, l'unique, le vrai. Quoi dire, hein, on va incarner Simon Belmont ici dans cet épisode, hein, après au fur et à mesure des autres
jeux, hein. Donc il y en a eu 3 sur NES, hein. On va incarner différents personnages, souvent de la famille Belmont. Ensuite, épisode Super Nintendo, Mega Drive, etc. On va pas refaire l'histoire. Et celui-là, bah, c'est le tout premier. C'était c'est une adaptation, si je dis pas de conneries, de l'épisode X68000, un peu qui était sorti. Alors à savoir que c'était un jeu d'arcade à la base, hein, de Konami, ça s'appelait Haunted Castle, Ouais. et qui a mal vieilli, lui, par contre, je trouve. Et enfin bon, qui sera techniquement supérieur à ce Castlevania NES. Mais ce Castlevania NES, hormis voilà, sa rigidité de gameplay, hein, bah, que volontaire, hein, de toute façon, ça fait partie de la marque de la série, hein. Donc, et puis c'est quand même assez atypique, hein, un mec qui part en quête de démons, de zombies, de vampires avec un fouet. Bon, c'était quand même, voilà, je sais pas, on aurait pu avoir une arme conventionnelle, tu vois, une épée ou enfin quelque chose de plus classique, mais là non, c'est un fouet. Donc déjà rien que ça, c'est ce qui m'avait un peu intrigué à l'époque. Je dis putain, c'est bizarre, ouais, c'est d'avoir un fouet pour partir à cette aventure finalement. Et puis bah, quel jeu, quelle ambiance, les musiques là encore, hein. Donc là c'est l'école Sunsoft avec Batman, on passe à l'école Konami, et puis bon bah quoi dire, hein, c'est ce Castlevania, bon, c'est un must-have absolu, hein. Alors, bon, qui sera peut-être difficile aux yeux de certains, hein. Moi, c'est vrai que c'est un jeu que j'ai connu à l'époque, donc c'est un jeu que je maîtrise bien, c'est un jeu que je peux terminer. À noter qu'il y a un deuxième loop, ça, il n'y a pas grand monde qui le sait. Quand on a terminé le jeu, on peut du coup redémarrer, et il va y avoir des petits éléments de game design qui vont changer, vers des chauves-souris qui vont venir quasiment systématiquement, et il va y avoir des trésors supplémentaires qui vont apparaître à des endroits inédits. Et ça me fait marrer parce que c'est des espèces de, tu sais, c'est les têtes de statues d'île de Pâques qui vont tourner un petit peu, et puis qui vont donner également des bonus. C'est juste pour le score, hein, parce que ça va rien changer, voilà, au jeu en lui-même, hein, au game design. Et voilà, bah, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce Castlevania? Est-ce que c'est encore utile de le présenter? Est-ce que tu l'as connu à l'époque, toi, Biggie? Ouais, je l'ai connu à l'époque. Quand j'avais la NES, un pote à moi qui s'appelait Ravière, il me l'avait prêté. C'était un Chilien qui avait émigré en France, parlait très mal le français, et il avait Castlevania. Il avait Castlevania, et il avait notamment Ghost and Goblins, tu vois. Ouais. Et c'est là que j'ai joué la première fois en console à Ghost and Goblins, c'était son NES, et Castlevania. Et je me souviens, je lorgnais sur la pochette du jeu, parce que le dessin est super beau, en fait, le dessin de base. L'illustration déchire, hein, c'est clair. Elle est ouf. Et je me souviens, quand je pouvais pas jouer, je bavais sur la pochette, je la regardais avec détail et tout, parce que j'ai toujours aimé dessiner quand j'étais gamin. J'essayais de la reproduire et tout. Et le jeu, en fait, tu vois, j'étais partagé, parce qu'en fait, il me faisait un peu peur, le jeu, en fait. Quand moi aussi, j'étais vraiment gosse, quand je suis arrivé à Dracula, et je l'ai buté, quoi. Il y a sa tête qui vole et puis qui s'est transformé en monstre. Alors ça, c'était la surprise complètement inattendue. Puis le monstre est bien dégueulace quand même. Quand j'avais vu ça, j'étais gosse, je tremblais, je flippais, je dis putain, c'est quoi? Je pensais avoir fait le jeu, non? Même le début, les zombies, tu sais, au début, là, les premiers ennemis que tu vois, les zombies, tout ça, c'était un peu malaisant. Après, tu sais, à force de jouer au jeu, cette sensation, elle s'est estompée un peu, mais à chaque fois que j'arrivais plus loin dans le jeu, j'étais un peu pris de petites angoisses. Donc voilà, mais je kiffais le jeu. Et le fait, pour moi, le fouet, c'était un espèce de truc. Je le voyais genre comme un truc anti-sortilège. Comme toi, je me disais pourquoi il a un fouet. Et dans ma tête, je me suis dit peut-être que le fouet, en fait, ça tue les. Tu sais, c'est un espèce de truc qui tue les sortilèges. Un truc magique. Dans ma tête, je me disais voilà. Et je trouvais ça original. Et franchement, quel jeu. Tu vois, c'est un de mes grands coups de cœur comme ça que j'ai connu dans ma jeunesse. Bien sûr. Et c'est un genre aussi, hein, Castlevania, c'est un genre presque à lui tout seul. Et tu vois, c'est de la découverte à chaque fois. Les stages sont vraiment très variés. C'est précis, il faut faire attention, il faut bien respecter les timings. Il faut être vachement rigoureux dans ses inputs, hein. Le gameplay, il est vachement exigeant, hein. C'est ça. Et puis après, ça a été sublimé pour moi par la suite, plus tard, sur Super Nintendo. Mais voilà, moi j'ai bien aimé le 1. Le 2, j'ai moins aimé. J'ai bien aimé l'épisode Game Boy aussi. Et le 3, j'ai très peu joué, le 3. J'ai vraiment très peu joué. C'est un des épisodes que je connais le moins. Par contre, celui-là, c'est celui que je connais le mieux. C'est celui que je préfère. Vraiment, c'est pour moi. Tu vois, il est au même niveau que Batman. C'est-à-dire, c'est des jeux NES que je rejoue encore aujourd'hui, avec lesquels j'ai beaucoup de plaisir à jouer. Mais c'est intemporel, ça. C'est intemporel, ces jeux-là, hein. Voilà, d'où le fait qu'il soit dans cette sélection, quoi. C'est clair. On peut le refaire à l'aise et c'est toujours un plaisir à parcourir, quoi. Très bien, mon cher DGGX, on continue donc notre sélection. Là, on va venir sur un jeu, je pense que toi aussi tu aimes beaucoup, tu en as parlé sur la chaîne. C'est un jeu d'action plateforme aussi, un peu dans le même style que Batman.
Moi, c'est un jeu que j'ai découvert sur le tard. Je l'ai découvert, si tu veux, après quand j'ai re-eu ma NES. Je te dis, c'était à l'époque entre la Mega Drive et la SNES. Donc ça devait être aux alentours 92-93 quand j'ai eu ma NES à moi. Et ce jeu-là, c'est Blue Shadow. Donc Ouais. Blue Shadow. Tiens, il Blue est là, Shadow, le Blue ouais, Shadow. Mon bien d'époque. Ouais, magnifique. Un jeu d'action, donc plateforme, dans lequel on va incarner des ninjas, qui est un peu dans la veine en fait de Ninja Gaiden. Pas vraiment oui, de Shinobu, complètement. mais plus dans la veine de Ninja Gaiden, un jeu Ouais, de ouais. Natsume aussi. Natsume qui savent parler des ninjas, on va dire ça comme ça. Ah oui, c'est clair. Quel jeu en termes de gameplay extraordinaire. On va collecter des armes. Le jeu, pareil, va avoir un gameplay extrêmement précis. Tu vas avoir des ennemis qui vont être un peu chiants dans le jeu, mais si tu respectes bien les timings, le gameplay, etc., c'est vraiment, vraiment extrêmement jouissif à jouer. Quand tu maîtrises bien le jeu. Ouais, il reste quand même assez souple. Hein. Ouais, Ça va pas être ouais. aussi rigide qu'un Castlevania. Et il est même plus souple qu'un Batman. Hein. Ah ouais, il est plus souple qu'un Batman. Et Ouais. je préfère son gameplay à celui de Ninja Gaiden, soit dit en passant, en fait. Je le trouve, du moins pour la version NES, je le trouve moins punitif que Ninja Gaiden, déjà. Ah bah oui. Mais malgré tout, ça reste, voilà, c'est un serious business aussi, le jeu, surtout après quand tu avances dans le jeu. Mais voilà, les armes vont avoir leur importance. Ils vont plus ou moins aider à certains moments. Tu as de la mise en scène à gogo, comme ça. Et techniquement, pour moi, c'est pareil. Il fait partie des plus beaux jeux NES, en fait, des plus beaux jeux de la console. Il est magnifique. Hein. Il est superbement bien réalisé. Hein. Ça, c'est clair. C'est clair. Et celui-là sur Mister, c'est un bijou. C'est un bijou quand tu as vraiment plus. C'est-à-dire quand il joue en RGB pur, avec les gammes de couleurs que tu peux choisir sur certaines NES et notamment sur le Mister. C'est juste un plaisir à rejouer encore aujourd'hui. Putain, les footballeurs américains, ceux-là, ils sont juste trop chiants à gérer. En fait. Ils font pas de dégâts, mais ils te poussent en fait. Mais quoi. ils poussent, c'est chiant en fait. C'est stressant. Mais voilà quoi. Le jeu est vraiment très détaillé. Là, on le voit notamment sur les caisses. Hein, c'est très précis pour un jeunesse. Carrément. Tout ça, ça ralentit pas. Voilà. Très très bon jeu. Agréable à parcourir. Avec une difficulté, je dirais, un peu crescendo. Au début, ça va, puis ça monte tout progressif, doucement. c'est progressif. Il est progressif. Il n'est pas frustrant, en fait. C'est un jeu, ok, alors sur la fin, ça va être difficile, hein, comme beaucoup de jeunesse, mais c'est un jeu qu'on aura vraiment un plaisir à parcourir. Hein, moi, je trouve qu'il est super bien équilibré et il est frustrant à aucun moment. Quoi. Donc ça, franchement, et surtout, gros point positif, on peut y jouer à deux en même temps. Donc, ça c'est quand même complètement ouf. Moi, j'y joue avec mon frère aussi à celui-là. Tu sais que je trouve que le jeu de Ninja là qui est sorti sur PC Néo Rétro, j'ai oublié PC, Xbox et tout là que t'as fait, qui est un peu chiant. Shadow, là. Ouais, Cyber Shadow, il s'inspire vachement de Blue Shadow, je trouve. Ah oui, bah oui. Mais il lui arrive pas à la cheville, hein, je te dis tout de suite. Ouais. Il lui arrive pas à la cheville. Non, Cyber Shadow, il est bien, hein, mais voilà, il restera pas forcément dans les mémoires, clairement, à ce Blue Shadow. Quoi. Ouais. C'est clair. Et voilà quoi. Pour moi, un jeu vraiment indispensable. Toi, tu l'as connu sur le tard ou plutôt au début celui-là? Moi, je l'ai connu. Je sais plus si je l'avais vu dans les magazines d'époque. Il me semble que je l'avais acheté en occasion comme ça par hasard en fait. C'était dans un cache. Je me souviens la pochette en même temps. L'illustration dessus, elle est complètement. Pareil, non mais carrément quoi. Et il me semble que je le connaissais pas. Hein. C'est-à-dire, je suis arrivé dans le magasin et il coûtait, c'était genre 20 francs, tu vois, genre 3 €, tu vois, que dalle quoi. Et je dis ouais, je vois la jaquette, je dis ouais, ça a pas l'air mal. Je regarde les trucs derrière, je dis ouais, ça ressemble un peu Batman avec un ninja et tout. J'ai dit allez, on va le prendre. Ah, je suis arrivé à la maison, je l'ai bouffé direct le jeu. Hein. J'ai dit putain, mais c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on veut voir sur NES quoi. Voilà, c'est tellement propre quoi. Il est pas trop cité en plus, je trouve que les gens le citent pas trop. Toi, t'en as beaucoup parlé, il y en a 2-3 autres de notre entourage qui en ont parlé. Et voilà, moi, je l'ai one-lifé. Hein. Moi, j'ai fait une vidéo one-life hein, sur ma chaîne. Hein. Ouais, il me voilà, semble. donc pour ceux qui veulent le voir en intégralité avec une run propre, bon bah là, du coup, la vidéo, elle existe quoi. Voilà. Donc voilà, un jeu que je recommande à tous ceux qui veulent découvrir la NES ou qui ne connaissent pas ce titre. Blue Shadow, un must-have absolu sur NES. Voilà. Ah bah oui, carrément. Bon bah écoute, on enchaîne, on continue. Ça va faire mal. Ça va faire mal. Bon, celui-là, hein, c'est ça. Je te jure, tu fais un top 5 dedans. Tu prends n'importe quel joueur de NES, tu fais un top 5. Tu leur demandes de faire un top 5 de la NES. C'est un jeu, il va être quasiment obligé d'être cité quoi. Double Dragon 2 quoi. Alors autant bizarrement, c'est vrai que sur NES niveau beat'em all, bah franchement, on a été bien gâtés quand même. Hein. Bien gâtés, ouais. Voilà, c'est la console 8 bits avec les meilleurs beat'em all. Hein.
Ouais, mais un truc de ouf. Bon, autant, alors ce Double Dragon 2, mais il est légendaire, hein, tout simplement. C'est à noter qu'il explose la version arcade, mais alors à des années-lumière, quoi. Et puis, alors il y a Double Dragon 1, il y a Tortue Ninja 3, il y a Mighty Final Fight, voilà, pour Ouais, citer que. Hein, Street Gang aussi. Enfin, autant, ouais, la NES, putain, on dirait, ouais, c'est pas forcément une console qui se prête très bien forcément au beat'em all. Bah, alors, rien que déjà avec ces jeux que je viens de citer. Là, c'est PLS général, quoi. Donc, et ce Double Dragon 2, bah, en ce qui me concerne, hein, ça va être le meilleur représentant du genre sur NES. Alors, à l'époque, fun fact, c'est que si je dis pas de conneries, le Double Dragon 2 était sorti d'abord chez nous, en France, puis le 1 était sorti après. Voilà, ouais. et ce Double Dragon 2, alors bon, on peut jouer à deux, bien évidemment. On a l'option de pouvoir se frapper ou ne pas pouvoir se frapper, donc ça, c'est Ouais, plutôt Friendly bien Fire également. Europa, ouais. Et puis la move list avec ce fameux Hurricane Kick, le coup de genou sauté pour faire envoyer les ennemis à plusieurs mètres, enfin, les musiques. Bon, voilà. Alors, des fois, c'est vrai que ça peut être un petit peu grossier dans sa perspective. Hein, on peut le voir même graphiquement. Il y a le jeu. Alors, ça va, c'est beau, c'est propre, ça reste correct. Ce sera pas le plus beau jeu de la NES, mais ça va, ça passe, quoi. Et puis surtout, la sensation d'impact avec ces petits bruitages 8 bits. Mais comment ils ont fait? Comment Ouais. ils ont fait? Ça, c'est un cocktail magique. Les mecs, ils ont ajouté plusieurs ingrédients et la sauce à la prise, ça a donné quelque chose de légendaire. Ouais. Voilà, ce jeu-là, c'est un miracle sur NES, tout simplement, quoi. Ouais. Je crois qu'on Non, peut, mais on peut j'ai résumer envie de ça te comme dire, ça, quoi. j'ai envie de te dire, c'est plus qu'un beat'em all pour moi. En fait, je le vois pas trop comme c'est un beat'em all, mais si tu veux, comme il y a des phases, tu sais, de plateforme et tout, c'est encore plus profond que ça, en fait. Ouais, C'est ouais. un jeu d'action Il y a avec du quelques phases beat'em all plateforme, dedans. ouais. Ouais. Et moi, tu sais, tu te souviens de la pub de Double Dragon 2? Elle passait à la télé aussi. Ouais, ouais. C'était un truc de fou. C'était un truc de fou. Et moi, j'avais la version Master System que j'aime beaucoup au demeurant. Et quand mon pote me prête, il me dit: ah, mais moi aussi j'ai Double Dragon sur NES. Et il me dit: mais moi j'ai le 2. Je dis: ah ouais? Et moi j'avais le 1 sur Master System. Sur Donc, Master, ouais. et pour moi, c'était vraiment un Double Dragon 2. Du coup, comme je voyais le 1, c'était la version Master System. Et le 2, c'était sur NES. Et putain, mais il n'y avait pas photo une seconde, même si je l'aime beaucoup. Ouais. Mais c'est la move list, en fait. C'est la move list. Le fait que tu aies ces phases de plateforme, les armes. En fait, il est tellement varié au niveau de son gameplay. Je trouvais les couleurs moins pétantes que sur Master System, parce que sur Master System, c'est plus la version arcade, on va dire. Mais celui-là, il était plus terne. Mais par contre, putain, c'était juste pas le même jeu, quoi. C'était juste pas le même jeu. Ah ben non. Et tu vois, tu passes d'un plan, tu sais, en perspective avec le côté beat'em all. Et c'est pour ça que je te dis, pour moi, c'est plus qu'un jeu un beat'em all. Parce que du coup, tu as deux beat'em all en un. Parce que quand tu es dans les phases comme ça, c'est une phase sur un seul plan, pas en perspective. Et du coup, ça donne un rendu qui est complètement différent. Ah, complètement, ouais, non, mais c'est. Et juste incroyable, juste incroyable. Ouais. Et même en termes de déroulement de scénario, de mise en scène et tout, celui-là, il est largement. Ouais, il y a des petites. On l'a vu au début du gameplay, il y a les petites cutscenes et tout, quoi. Donc, ce qui nous implique un peu dans l'histoire de ce jeu, quoi. Puis bon, c'est pas. C'est du cassage de gueule dans la rue, certes, mais pas que, quoi. C'est un peu plus. J'ai connu Street Gang aussi à l'époque. Hein. Et Ouais. franchement, je préférais 10 fois mieux Double Dragon, même si Street Gang est très bon aussi. Et celui-là, c'est juste une tuerie absolue. Ouais. Mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le connaissent pas, celui-là. Oh bah oui, non, mais là, bon, on en parle, mais je pense que ça fera plaisir à ceux qui nous regardent qu'on en parle, bien évidemment, mais non, mais c'est. Notamment à Zach, qui l'aime beaucoup, je le sais qu'il l'aime beaucoup. Ouais, évidemment, on fait un petit coucou, un petit big up à la Misak, hein, évidemment qu'il adore ce jeu, comme je pense comme nous tous, hein, qui n'aime pas Double Dragon 2 sur NES. Moi, c'est simple, dans ma vie, j'ai jamais croisé un mec qui me dit non, j'aime pas Double Dragon 2 sur NES. Ça n'existe pas, ça. Voilà, must have, instant absolu, quoi. Ouais. Très bien. Alors, on passe à un autre jeu. C'est pareil, un jeu que j'ai connu au début quand j'ai mis mes mains sur la NES. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps. On a fait un truc sur les run and gun avec l'ami Chariban. On a fait un live sur sa chaîne là-dessus. Et je parlais de celui-là. Pour moi, c'est vraiment le premier run and gun que j'ai surkiffé. Et j'ai connu cette version-là tout particulièrement. Et cette version, c'est Probotector, qui est en fait Contra, la version avec la jaquette qui est juste incroyable. Les illustrations. Mais je l'ai en boîte refaite, voilà, sur NES. Je l'ai pas. J'ai la cassette, la notice, mais j'avais pas la boîte, donc du coup, je me suis refait une petite boîte. Moi, je l'ai connu en arcade. Et en arcade, il s'appelait Grisor à l'époque. Grisor, c'est le nom Jap, il me semble. Hein. Non, Grisor, moi, j'ai connu sur Amstrad CPC.
Tu vois? Ouais, C'est OK. ce que je disais. Alors c'est le même jeu, hein, Ouais, c'est le même jeu, Probotector mais contre Grisor, c'est pareil, hein. c'est la même chose. Ouais. Par contre, le jeu sur NES, pour moi, était mieux que les versions Grisor qu'il y a eu sur Amstrad et sur Micro, etc. Pour moi, c'était la meilleure version, c'était celle-là. Et pour moi, ce que j'expliquais, c'est que j'ai jamais fait le parallèle à l'époque, tu vois. À l'époque, pour moi, Probotector, c'était Probotector, alors que j'avais joué à Grisor. Hein. Ouais. Mais pour moi, Probotector, c'était un autre jeu. Comme tu avais des robots, pour moi, c'était pas le même jeu. Bah oui, J'avais l'impression que c'était dans le même esprit, mais ça prêtait à confusion, c'est vrai, quoi. Ouais, j'ai jamais fait la relation. C'est beaucoup plus tard, quand on a eu sur SNES notamment, quand il y avait vraiment le distinguo entre Contra et Probotector, moi qui ai eu d'abord Probotector, et ben là j'ai fait le parallèle où on m'a expliqué qu'en fait c'était Grisor, mais pour moi ils étaient totalement différents. C'est vrai que quand tu compares Grisor sur Micro et Probotector, c'est juste pas pareil. Hein. C'est juste pas pareil. Donc voilà quoi, un jeu que j'ai poncé énormément, un jeu que j'aime énormément. Je joue avec mon petit frère. Tu vois, tu avais les phases comme ça en perspective, c'était la folie quoi. C'était la folie. Ouais, carrément. Tu sais, après, en termes de gameplay, aujourd'hui, ça va pas être les phases qu'on va retenir particulièrement, mais il faut remettre encore une fois dans le contexte. Déjà, aujourd'hui, il est toujours jouable et très agréable à jouer. Je crois que tu as fait un One Life sur le 2, il me semble. C'est le 2, ouais, voilà. Parce que moi, je l'aime bien ce Probotector, mais alors je dirais pas sans plus, mais j'ai beaucoup plus d'affect pour le 2. Voilà, je trouve que, alors c'est mon avis, hein, le 2 est plus agréable à jouer. Et le 2, oui, je l'ai one lifé, ouais. Tandis que celui-là, il est dur celui-là. one life un jour, je sais pas, mais ouais, bon, j'aime bien, hein, évidemment, mais voilà, j'aurais plutôt tendance à aller sur le 2 plus facilement que le 1, en fait. Ouais. Non, mais le 1 est quand même pas facile. Hein. Il est pas facile. Et puis, chaud, il pose vraiment les bases de la série, celui-là. Tu vois, tout après a été repompé, c'est-à-dire tout s'est reposé sur celui-là. Donc voilà, moi, juste voilà, pour moi, il symbolise le run and gun vraiment à sa quintessence, ou quand ça a été inventé, en fait, pour moi. Ah bah sur NES, de toute façon, hein, quand on parle run and gun, ça c'est ce qui vient en tête tout de suite, hein, c'est Probotector, hein, évidemment. Tu sais, c'était toute la même période où j'avais celui-là, j'avais Tortue aussi, le premier Tortue. Et voilà, et ces musiques qui se ressemblaient beaucoup parce que c'était Konami. Et donc voilà, on arrivait à faire l'affiliation entre ces jeux-là. Et voilà. Juste pour moi, un jeu exceptionnel, celui-là, Probotector. Très bien, DGGX, on continue. Alors, voilà. On va passer sur un jeu de plateforme. On va forcément faire un peu dans le classique. Oh bah là, c'est du méga archi classique. Hein. Je pense que nos amis qui nous regardent, qui possèdent une NES, ils vont forcément posséder ce jeu. Alors, c'est un jeu que je possède. Je ne l'ai pas à portée de main. Il est chez moi en France. C'est Mario 3. Mario 3, j'en pouvais plus à l'époque. Je voyais la pub. On voyait la pub à la télé. On voyait Mario qui pouvait avoir, qui pouvait se transformer hein, avec sa petite queue de raton laveur, son costume de grenouille, son costume de tanuki. Et mais quel upgrade. Tu vois, c'est comme Castlevania en fait. On a Castlevania 1 qui pose les bases. Castlevania 2 qui différait, comme Mario 2, hein, c'était très différent quand même du premier. Et on a eu Castlevania 3 qui reprenait un peu la base du 1, mais qui améliorait toute la sauce. Bah, ce Mario 3, c'est exactement la même chose. Hein. On reprend la base de Mario 1, mais à des années-lumière. Là, c'est tout Mario 1 en plus. Alors, ça obsolétise pas évidemment Mario 1, parce que Mario 1, ça reste quand même légendaire, bien sûr. Mais ce Mario 3, il est tellement upgrade, il est tellement long. Alors, il n'y aura pas de mot de passe, malheureusement. Malheureusement, il n'y aura pas de pile non plus de sauvegarde. Alors, il y a ces petites astuces. Hein, on peut trouver les flûtes hein, au premier monde, ce qui peut nous permettre d'accéder au 8e monde. Hein, là, on le voit, on a la map. Voilà, la map du premier monde. Il va y avoir 8 mondes comme ça, donc, qui vont comporter plusieurs niveaux, plusieurs châteaux, etc. Et cette map, c'est bien parce que ça donnait un petit côté aventure. Hein. On avait la liberté de se déplacer où on voulait sur cette carte. Il y avait des bonus stages également. On pouvait rentrer. Il y avait les maisons de Todd. On pouvait stocker des objets. Hein, tu vois, on pouvait garder des feuilles en stock et tout ça, et pour pouvoir les utiliser plus tard. Tu vois, quand on était petit sur la map, hop, on pouvait se reprendre une feuille et puis se retransformer avec notre queue de raton laveur qui nous permettait également de planer. Et voilà. Et puis le jeu, non mais regarde la gueule de la réalisation du jeu, quoi. Qu'est-ce qu'il y a à dire, quoi. Mario 3, t'as une NES, mais t'es obligé de l'avoir, quoi. Je veux dire, que t'aimes Mario, que t'aimes pas Mario. Là, voilà, on voit, il vient de trouver le premier sifflet. Et par exemple, et oui, c'est que dire de plus. Je pense que nos amis qui nous regardent, ils auront tous joué à Mario 3 et ils seront d'accord avec ce que je dis, quoi. Alors, moi, pas totalement, tu le sais, je te l'ai déjà dit.
Je te l'ai déjà dit, moi j'ai un peu plus de mal avec Mario 3. Je vais t'expliquer pourquoi. Tu l'as évoqué là juste avant. Moi, le problème, c'est que le jeu n'avait pas de pile déjà à l'époque. Et en fait, le jeu est trop long pour être fait comme ça. Même si tu avais les FUD pour les Warp Zones, le problème, il n'est pas là. C'est que moi, en fait, je voulais sauvegarder mon aventure avec le nombre de vies que j'avais gagné, comme on va l'avoir plus tard sur Mario World, tu vois, avec la sauvegarde. Et déjà, ça, pour moi, ça gâchait une bonne partie de l'expérience. Ouais, c'est vrai. Tu sais, quand tu sors de Mario 2 à celui-là, je trouve qu'au niveau des couleurs, le jeu est beaucoup plus terne que Mario 2. C'est ce que j'expliquais juste avant. Mario 2, il a des couleurs vraiment magnifiques. Par contre, en termes de variété, en termes d'upgrade, d'objets que tu trouves, tout ce que tu peux faire dans le jeu, il a posé les bases pour moi de Mario World, celui-là. Ah oui, notamment la possibilité de voler, etc. Complètement. Mais ce qui m'a beaucoup gêné, c'est ça. La pub me fichait presque le cafard à cause de l'ambiance qu'elle distillait. Et là, je trouve le jeu distille cette ambiance. J'ai plus apprécié quand c'était dans Mario All-Star, si tu veux, Mario 3, que sur NES à l'original. Ouais, bien sûr. Oui, on rappelle qu'il est dans Mario All-Star, évidemment, sur Super Nintendo, avec un upgrade graphique et surtout la possibilité de sauvegarder quand on veut. Et là, ça change tout, évidemment, parce que le jeu est tellement riche. Par exemple, il y a le monde 3, c'est le monde aquatique de mémoire. On va pouvoir bien exploiter le costume de l'homme grenouille. Il y a le monde 4, qui est le monde des géants, avec tous les blocs qui sont beaucoup plus gros. Enfin, il y a le monde, je ne sais plus lequel, enfin le monde avec les pyramides en Égypte et tout. Et le jeu est tellement varié. Tu sais, je bataillais quand j'étais gamin pour avoir le Tanuki, parce que tu l'as pas tout de suite le costume full Tanuki. Ouais, on l'a vachement loin, le Tanuki. Et ben, tu vois, on se déchirait pour arriver jusque-là, et après, on devait arrêter de jouer. Et du coup, il fallait tout recommencer. On ne pouvait pas laisser l'année s'allumer. Tu vois, c'était compliqué. Et c'est ce qui nous a beaucoup frustrés dans notre jeunesse, notamment avec mon frangin. Mais voilà, après, je ne dis pas que c'est un putain de jeu, ça c'est clair, c'est un putain de jeu. C'est un indispensable malgré ce qu'on en pense, mais moi je suis plus mitigé. Pour moi, c'est pas mon Mario préféré sur NES, pour moi c'est le 2. Pour toutes les choses que j'ai évoquées juste avant. Voilà. Mais en tout cas, indispensable, ça pour sûr. Voilà. Non, mais ça, oui, c'est évident. Puis en plus, c'est un jeu qui, même encore aujourd'hui, en loose, voilà, pour nos amis qui voudraient y jouer sur la vraie NES, en loose, c'est 15-20 balles maximum. Ouais, il vaut rien. Il vaut rien. Voilà. Mario 3, donc Super Mario Bros 3, avec sa pub qui était juste mythique, mais qui me fichait l'angoisse quand j'étais gamin. Ouais, elle avait une espèce de... La musique, c'était en sifflet, si je me souviens bien, et tout. C'était vraiment bizarre. Ouais. On va aborder un dernier jeu de cette sélection des GGX. Alors, moi, c'est un jeu que j'ai découvert il y a, je sais pas, moi, je dirais 15 ans, pas plus. 15 ans, pas plus, que j'ai découvert en émulation après que j'ai revendu une première fois ma collection. Et j'ai joué beaucoup sur les consoles portables d'émulation, sur PC, etc. Et c'est un jeu que j'aime beaucoup, que pour moi, je trouve un must-have, et c'est dommage d'être passé à côté de ce jeu à l'époque. Et ce jeu, c'est Metal Storm. Donc, Metal Storm, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu d'action plateforme dans lequel on va incarner un mecha comme ça. Et il va avoir la particularité, voilà, là on le voit, en fait, de pouvoir de jouer la gravité, en fait, se suspendre au mur. Ouais. Et d'ailleurs, il y a un jeu qui va sortir sur Mega Drive qui reprend cette mécanique, c'était TCK. Et je crois que c'était un peu dans l'ADN de ce que voulaient mettre les mecs qui le développent. Donc le jeu est vraiment incroyable. Tu vois, pour moi, il est un peu dans l'ambiance de Blue Shadow et tout ça, même si c'est pas la même chose du tout. Mais je trouve qu'il est dans cette ambiance-là. Il y a eu un jeu qui était sorti, qui a essayé de reprendre un peu Metal Storm, pareil en néo-rétro. J'ai oublié c'est un jeu avec un robot bleu, là. Tu vois, comment il s'appelle? J'ai oublié ce nom. Bah là, de prime abord, ça me vient pas en tête. Night quelque chose, je me souviens plus. Je le mettrai peut-être en incrustation si je retrouve après. Night quelque chose, quoi. Bref. Et, c'est pas... y a pas Paladin dans le titre? Ouais, Paladin, voilà, Paladin, c'est ça. C'est Paladin, ouais, je le connais de nom, mais j'y ai pas joué, ouais. Et c'est un peu le même style que ça. Ils ont essayé de reprendre un petit peu les mécaniques de gameplay de ce jeu. Tu vois, très agréable, avec un bon challenge. Il y a des mots de passe dans le jeu. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très agréable. Tu chopes des armes. Voilà, le jeu est vraiment bien au niveau évolution dans le gameplay. Et tu vois, là, on le voyait. Par exemple, quand tu tires vers le bas, ton tir va redescendre vers le haut. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? En fait, les écrans sont connectés, en fait. Et ça, c'était vraiment très, très agréable. Ça te permettait vraiment de jouer de tes armes, etc. Et voilà, le jeu a un super feeling.
techniquement aussi, franchement, il met vraiment la NES à mal, quoi. Vraiment, il exploite la NES à 100%. Tu as vraiment des beaux détails sur certains décors. Tu as des parties un peu shmup dedans. Ouais. Donc, du coup, ça va apporter un peu de variété aussi. Mais vraiment, tout le gameplay va reposer sur cet effet de gravité. Et c'est ce qui va le rendre super agréable à jouer. Tu vois, en fait, tu vois, tu as des timings, tu as des trucs, c'est hyper précis, hyper plaisant. Et voilà, quoi. Pour moi, c'est juste un must-have. Je l'ai vraiment surkiffé quand je l'ai fait à l'époque. Et tu vois, c'est un de ces jeux qui me donne envie de peut-être de commencer la NES, tu vois, pour l'avoir. Tu vois, là, j'étais en quête d'avoir une NES RGB. Je suis en train de me poser la question si j'en reprends pas une et que je me reprends pas certains jeux, même si je peux y jouer sur Mister aujourd'hui dans des conditions vraiment topissimes, tu vois. Mais tu vois, c'est juste le kiff d'avoir peut-être ces belles boîtes, etc. Ouais, je comprends. Ouais. Donc, je me tâte et ce jeu-là, il faisait partie des jeux qui voulaient me donner envie de redémarrer la NES. Donc, voilà. Et toi? Moi, non, j'ai pas connu à l'époque, moi, parce qu'il n'est pas sorti en PAL. Non. Et s'il était sorti en PAL, je pense que... Ouais, c'est Jap et US, mais en PAL, il n'existe pas. Et en fait, c'est un jeu que je connaissais pas. Et j'ai appris son existence très récemment, hein, il y a quelques années. Voilà, oui, peut-être 4, 5 ans, 6 ans. Enfin, c'est relativement récent. Et du coup, c'est un jeu que je connais pas. Voilà, je l'ai testé rapidement sur émulateur. Je me dis, ouais, c'est vrai que, bah oui, là, tu me disais tout à l'heure, avant qu'on démarre la vidéo, tu dis, ouais, ça, c'est du jeu, c'est fait pour toi. Ah, mais c'est un jeu pour des GGX, c'est sûr. Ouais, voilà, non, mais je veux bien le croire, quoi. Puis bon, bah. Voilà, il était ressorti également il n'y a pas très longtemps. Ils avaient fait une réédition, une ressortie du jeu, du coup, et on pouvait l'acheter. Puis bon, c'est pareil, je ne l'ai pas acheté. Mais ça, voilà, le jour où j'ai envie d'y jouer, bah, je le prendrai. Je le ferai sur émulateur. Et tu le feras sur la chaîne. Hein? Et tu le feras sur la chaîne. Ouais, bah ouais, je sais pas. Est-ce que. Déjà, le peu que j'ai testé, oui, ça me plaisait bien, évidemment. Alors, si après, je décide de le creuser et que le feeling passe bien, bon, bah oui, pourquoi pas faire un gameplay ou une run intégrale du jeu, je sais pas. Mais oui, il est sur la liste, hein, de toute façon. C'est un jeu que je pense, j'en parlerai tôt ou tard, quoi. Voilà. Très bien. Bah voilà pour Metal Storm, vraiment pour moi aussi un must-have sur NES. Donc voilà, il donne envie. Hein. C'est vrai que même la réédition, elle m'a fait envie. Je ne m'y suis pas mis parce que, comme je t'ai dit, je ne fais pas la NES. Donc voilà. Mais voilà pour cette sélection. Voilà, on a présenté vraiment 5 jeux qu'on estime indispensables. Bien entendu, il y en aura d'autres. Parce que je vois déjà tester. Vous allez dire, ouais, mais tu n'as pas parlé de tel jeu. Tu n'as pas parlé de tel jeu. Voilà. Mais bon, il y en a tellement sur NES. Ah bah sur NES, il y a de quoi faire. Hein, donc, ne vous fâchez pas. Hein, c'est vrai qu'on n'a pas mis Mario 1, on n'a pas mis Tortue Ninja. Enfin, voilà, mais ça sera pour une prochaine fois, évidemment. Quoi. Et puis, il y a des shmups de ouf aussi sur NES. Hein. Il y a Reka, il y a vraiment des bons jeux. Il y avait Life Force aussi, que j'ai connu aussi quand j'étais gosse. Life Force, ouais. Il est excellent. Donc, il y avait vraiment beaucoup de jeux. Il y avait notamment Super Off-Road aussi que j'ai connu quand j'étais gosse, dont j'aimerais parler aussi. Donc, on reviendra certainement pour une autre sélection NES, comme on va le faire pour les autres consoles. Donc, voilà, mon cher DGGX. Bah, écoute, Biggie, hein, c'était, comme d'habitude, un plaisir de faire cette vidéo avec toi, d'évoquer ces classiques, intemporels. Hein. Je pense que là, tous les jeux qu'on vient de citer dans cette vidéo, les 10, voilà, tu peux encore y jouer aujourd'hui et prendre toujours autant de plaisir que nous, on y jouait à l'époque. Évidemment, c'est des jeux intemporels, c'est des jeux, voilà, comme l'indique le titre de la vidéo, des jeux indispensables dans toute bonne ludothèque NES qui se respecte. Et puis, bah, évidemment, on se retrouvera sur ta chaîne prochainement pour d'autres vidéos de ce type avec d'autres consoles, évidemment. Ouais, c'est clair. En tout cas, je te remercie. Je vous souhaite pareil de meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Pareil. En attendant, je vous dis à bientôt. Salut! Allez, salut tout le monde!